Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live qui est prévu avec Delphine. Je suis très heureuse de te recevoir, Delphine, sur un sujet sur lequel on a échangé brièvement, Mmh. qui concerne l'hypervigilance. Mais avant toute chose, je vais te laisser te présenter. Oh, la chose que je préfère. Eh oui. Eh bien, en tout cas, professionnellement, j'accompagne, depuis maintenant plus de 20 ans, des personnes à être, vraiment dans leur joie de vivre, leur joie d'être. Mmh. Donc à se délester de tout ce qui encombre et puis à aussi être bien dans leur corps, dans leur énergie parce que, ça fait un tout. Voilà, voilà. Génial comme programme. Et on Ouais. s'est rencontrés dans un parcours. Et puis, pendant le confinement, il y a 2 ans, j'avais découvert quelque chose qui m'avait beaucoup plu, une pratique que Ouais. tu as, qui est le Sutaido. Et Ouais. j'y pense souvent quand moi je fais la sophrologie, parce qu'il y a des choses un peu similaires, mais je ne Mmh. connaissais pas et c'est vraiment très intéressant. Ouais, le Shuitai-do fait vraiment partie de voilà, je dis que c'est mon compagnon de route, hein, maintenant parce que, parce qu'il me permet de vraiment développer, hein, des capacités, de m'aligner, et Dieu sait comme on en a besoin en ce moment. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, notre sujet, justement, c'est l'hypervigilance. Alors, Ouais. j'avais fait un court live sur ce sujet parce que j'ai, comment dirais-je, je connais le terme, je le vois Mmh. aussi chez les gens, mais j'ai suivi une conférence sur le sujet et j'ai été Mmh. très surprise en fait de ce qui s'y disait. Sur le fait que on peut devenir, en fait, c'est une structure qui se crée avec le stress répétitif et qui a d'autres caractéristiques comme des gens qui vont s'ennuyer, qui vont être impatients et qui vont même, je lisais, qui pouvaient même arriver à se provoquer en fait du stress parce que à provoquer des événements stressants parce que c'est dans leur nature et que c'est quelque chose c'est comme une drogue en fin de compte. Mmh. 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 Et à Mmh. ce moment, tu m'avais partagé que l'origine pouvait se situer même dans enfin, avant la naissance de la personne, de l'enfant. Mmh. Et donc, Mmh. ça m'a interpellée. J'ai dit, venons Mmh. en parler ensemble. Ouais, ouais, c'est super. Alors l'hypervigilance, oui, moi je connais bien parce que c'est quelque chose qui faisait partie de moi. Je dis faisait parce que pour moi, c'est vraiment possible de s'en débarrasser. Alors oui, j'entends ce que tu me dis, de ce que tu as lu, voilà, de ce qui se dit de l'hypervigilance. J'ai une autre vision, hein, je dis pas que voilà, hein, juste un autre point de vue. C'est que pour moi, cette hypervigilance, évidemment qu'elle se construit avec les années, avec les expériences qui demandent d'avoir cette hypervigilance, hein, et franchement, c'est très inconfortable, hein. Mais pour moi, ces événements ne sont là que pour répéter, que pour renforcer quelque chose, un mécanisme qu'on a mis déjà en place. Hein, comme tout, voilà, j'apprends rien, hein, à personne en disant que tout est énergie. Notre univers, il répond juste avec Mm, de l'énergie. Hein, mm. on envoie ce signal, moi je suis en hypervigilance, ok, je vais juste Ouais. envoyer des énergies qui correspondent et qui vont faire que, ok, d'accord, hein, tu vas continuer dans cette hypervigilance. C'est ça en fait. C'était genre je suis prête ou je suis prête et je suis capable de gérer. Et du coup, effectivement, on répond à ce que tu disais. Mais du coup, quand tu dis que ça peut être avant la naissance, ça veut dire que du coup, c'est la mère qui, elle, vit du stress et que déjà, intra-utérin, l'enfant peut réagir. C'est ce que tu voulais me dire? Non, pas forcément la mère, Pas forcément? l'embryon lui-même. Ah! Mmh. Alors on va imaginer des trucs, hein. D'abord l'embryon, le bébé, il perçoit tout. Mmh. Juste, il comprend pas, il n'a pas les mécanismes qu'il faut pour pouvoir analyser des situations. Par contre, c'est une éponge. Donc, il capte tout, hein, il Mmh. capte tout. Et en plus, c'est qu'au fil du temps, le corps, il garde tout en mémoire. Donc, ce qui a Mmh. été capté in utero va rester. Il n'y a aucune raison que ça s'en aille.
le bon comme le moins bon. D'accord? Ce qui veut dire que la mère du moins n'est pas censée, n'est même pas obligée de vivre une situation complexe, que l'enfant, lui, peut dans le ventre, peut le ressentir comme tel. Oui, oui. Et puis maintenant, ça peut être une situation complexe. Hein. Je ne Oui. sais pas, par exemple. Moi, j'ai un exemple personnel, hein, si je peux me permettre. Oh, bah, vas-y. Moi, quand j'ai été enceinte, j'allais annoncer à mon époux que il allait être papa, et il a fait un infarctus le jour J. Ouais. Et donc, forcément, j'ai dû sûrement vivre énormément de stress, et lui aussi. Et du coup, je pense que ma fille, a dû ressentir indirectement toute cette. Et en plus, après, ça a duré dans le temps, puisqu'après, ça s'est bien fini, mais oui, il y a eu du temps avant qu'il aille mieux, quoi. Ce que ta fille a ressenti à ce moment-là, c'est une coupure entre toi et elle. Oui. Logique, hein. Enfin, oui. Normal, tu ne pouvais pas faire autrement. Hein. Oui. Voilà. Donc, cette coupure, c'est de la non-compréhension. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on le sent bien. Il y a une sidération, il y a quelque chose qui va faire que, waouh, je vais surveiller s'il y a d'autres choses comme ça qui vont arriver. Ouais. Hein. Il y a aussi, des deuils. Hein, des deuils qui arrivent, hein, qui peuvent être là, qui peuvent. Alors, tous les bébés ne vont pas réagir de la même façon. Hein. On ne peut pas se dire non plus, oh, mon Dieu, je vis un deuil, mon bébé, il va être tout le temps en hypervigilance. Oui, parce que ça dépend déjà de la nature de la personne. Hein, complètement. Et puis, ça dépend aussi. Maintenant, on sait quand même un peu plus, et certaines mères quand même commencent à le faire, que le bébé, on peut lui parler, on peut lui expliquer ce qui se passe. Ouais. Hein, donc, l'impact ne sera pas le même. Oui, c'est certain. Alors, Delphine, je te coupe, mais j'avais mis le lien de notre émission dans le Facebook, et on a quelqu'un qui est en coulisses, donc je trouvais sympathique qu'on puisse partager, parce que peut-être il y a des questions. Alors, je l'ajoute. Je ne sais pas qui est là. Si Véronique veut bien ouvrir sa caméra, si c'est possible. On va découvrir. Bonjour. Vous connaissez? Oui. Oui, on se connaît. Merci de participer. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez une question pour Delphine, ou est-ce que vous êtes intéressée par le sujet, ou est-ce que vous-même vous avez évolué sur ce sujet, Véronique? Je sais pas, oui, j'ai des questions, non, là tout de suite, non. Je trouve que votre discussion est intéressante et m'intéresse. Donc, plus tard peut-être, pour l'instant, je vous écoute. D'accord. Mais je retrouve effectivement, à travers ce que dit Delphine, il y a des choses que j'ai pu vivre, traverser, et voilà. Mais on découvre tous les jours, et c'est intéressant. Ce nouveau point de vue m'intéresse pas mal. Bien. Moi, ce qui m'avait intéressé quand j'avais lu cet article, c'est que ils associaient donc l'hypervigilance avec le fait que la personne peut avoir un certain coche des caractéristiques de personnalité, comme l'impatience et l'ennui. Parce que du coup, quand il se passe rien, en fait, c'est comme si elle est dopée à l'adrénaline et au cortisol, et quand il se passe rien dans sa vie, en fait, c'est un peu l'ennui, quoi. Et en même temps, il y a de l'impatience, puisqu'en fait, ça va jamais assez vite, puisqu'il y a tout le temps eu des réactions aux événements importants. Et moi, j'avoue que je me retrouvais vraiment. Ça donnait des éclaircissements, en fait, sur un comportement. Et tu vois, l'hypervigilance aussi, ce qui me vient, quand dans le ventre de la mère, et je donnerai des exemples d'autres choses, mais tout d'un coup, tu es en hypervigilance. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on est en hypervigilance? On est en arrêt. On est Et du coup, dans la vie d'après, la vie de tous les jours, ne pas être en mouvement,
peut être dangereux. Oui. Parce que tu recontactes en fait émotionnellement ce à quoi tu n'as plus accès, hein, mais que potentiellement, c'est hyper dangereux pour toi d'être en état d'arrêt, de sidération et donc d'hypervigilance. Oui, l'arrêt de mouvement et en fait dans le schéma neuronal de pensée, en fait c'est comme une sorte de système de Pavlov. Hein. Tu es en arrêt, du coup tu es comme en sidération et il va se passer un événement grave, du coup tu t'arrêtes pas parce que tu es prêt à agir en fait. Pour parer au mieux. Et du coup, ça m'a, je pense, amené de l'hyperactivité. Bah oui, c'est grand classique, quoi. Hein. Et ça, on a beau le savoir, moi, j'en reçois souvent des personnes qui sont là-dedans, elles savent me dire quels sont les événements dans leur vie, tu vois, qui suscitent ça, et du coup, elles peuvent pas faire autrement. Mais ça veut dire qu'il faut se surveiller au quotidien. C'est juste l'enfer. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est de proposer à la personne, puisque notre corps, il a tout en mémoire. Pour moi, notre corps, il est directement relié à alors moi, je vais employer le mot d'âme. Si ça en heurte certains, c'est pas grave, la conscience supérieure, la sagesse intérieure. Et on va aller chercher l'origine, parce que tant que l'origine, elle est toujours là, il va falloir passer son temps à se contrôler. C'est juste pas une vie. Et ça rentre avec l'hypervigilance en plus. Enfin, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu veux dire qu'en fait, tu vas rechercher, toi, le trauma original. Ouais. D'accord. Ouais. Hein? Donc, qui peut aussi se situer avant la période de gestation. Si tu parlais d'âme. Oui. Bon, déjà, on a bien à faire dans la vie intra-utérine. Alors. Oui, alors tu disais pour ceux qui seraient heurtés, ils ne nous écouteront pas, ceux qui seront heurtés, même ce que disait Véronique par rapport moi je me dis que viens à nous ceux qui ont besoin, qui sont en mesure de partager ce qu'on dit là. Hein. Et donc effectivement, je suis d'accord avec Véronique, on pourrait imaginer que ça peut être quelque chose qui a été vécu dans une vie précédente, mais déjà, on a bien à faire souvent avec notre celle-ci, on va dire, avant de voir les traumas des autres, parce que là, c'est sûr qu'il y en aura eu de toute façon. Alors, tu vois, par exemple, un truc qui est souvent comme exigé au niveau des femmes, on leur fait croire que c'est obligatoire alors que ça ne l'est pas, la fameuse amniosynthèse. T'imagines, t'es bébé, t'es tranquille dans ton univers, hein, t'es au chaud, t'es même peut-être en train de roupiller, et tout d'un coup, t'as un truc qui arrive dans ton espace. Comment veux-tu ne pas ensuite être en hypervigilance pour au cas où ça arriverait? Et ça, dans le meilleur des cas, ça ne touche pas le bébé. Mais malheureusement, moi j'en ai reçu des personnes, et notamment un petit garçon que j'ai en mémoire. Lui, l'aiguille avait touché un peu son épaule. Enfin, je veux dire, des choses comme ça, on a besoin d'aller le retrouver pour le libérer émotionnellement, parce qu'en fait, c'est une frousse, mais immense, qui n'a pas de mots, quoi. Tellement c'est une terreur qui arrive. Hein, et ça a besoin de se libérer. Et cet âge qui est toujours comme enclavé dans cet événement a besoin, en fait, de comprendre ce qui s'est passé, qu'en fait, c'était pas contre, et l'intention n'était pas de le nuire, de lui nuire, de le tuer, etc. Tu vois, déjà, voilà, les amniosynthèses. Alors, je dis pas qu'il faut pas en faire, mais je dis que là aussi, ça peut être préparé. Oui. On peut expliquer au bébé, maintenant, on a les échographies qui permettent de voir quand le bébé se pousse, on peut l'inviter à se pousser, lui expliquer ce qu'on vient faire. Voilà. Les tentatives d'IVG. Alors ça, bonjour pour l'hypervigilance. Ouais. Et puis même la naissance, ce qui m'est venu aussi, c'est le moment de l'accouchement, en fait. J'ai une jeune femme là qui me témoignait de comment ce qui s'est passé pour elle lors de son accouchement, et elle dit on nous dit que c'est le plus beau jour de notre vie. Et pour
pour sa première, ça a été vraiment dramatique. Et donc, en fait, bon, la mère et l'enfant vont bien, mais c'est très traumatisant hein, pour l'enfant. Et là encore, aujourd'hui, on le sait, maintenant on l'explique, mais moi-même, hein, moi je sais que je savais pas ça et que si c'était à refaire, j'aurais expliqué des choses à mon enfant à la naissance. Bien sûr, bien sûr. Alors, de mon expérience, en tout cas d'accompagnante, l'hypervigilance ne se met pas en place que à la naissance. C'est déjà une redite de quelque chose. D'accord. Et ça peut être une redite, justement, d'une mémoire passée. D'accord. Voilà. Enfin, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais rencontré de cette manière-là, comme étant l'origine d'une hypervigilance. D'accord. C'était toujours avant. D'accord. Ouais. Alors moi la question, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on fait du coup, Delphine, parce que déjà donc on a un peu dit les critères, hein, donc des gens qui vivent beaucoup de stress, qui ont quand même déjà, qui ont quand même aussi un passé quand même douloureux, on va dire par rapport à des événements traumatiques, parce que du coup, comme tu le disais, comme ils ont déjà vécu ça, ils sont toujours en comment dirais-je, quelque part, ils ouvrent le fait que magnétiquement, ils peuvent s'attirer à nouveau des traumas. Et que donc, moi, j'ai rajouté l'impatience, l'ennui, peut-être des troubles du sommeil. Troubles du sommeil, tout ce qui, en fait, la personne va contrôler plus. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, tout est ouvert quoi, à partir de là. Dans les toutes petites choses de la vie comme dans les plus grandes. Le fameux lâcher prise, tu sais, mon sophro, soyez zen. Ça m'énerve parce que je me dis, moi je trouve que c'est une phrase qui veut rien dire, il faut lâcher prise. Oui, c'est ça, bien sûr. Arrêtez de stresser. Oui, bien sûr. Donc, ce qu'il faut faire, pour moi en tout cas, c'est trouver quelqu'un qui va accompagner dans les mémoires du corps. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'autre façon que d'aller retrouver quand ça s'est mis en place et de le libérer dans l'âge où ça s'est mis en place. Oui, puisque c'est de la sensation et qui finalement est donc relié au cerveau reptilien et c'est de la charge du... Oh, j'ai remis Véronique en appuyant sur un bouton. J'ai remis dans les coulisses. Ça va, Véronique, si je vous laisse comme ça? Dans les coulisses, c'est bon. Si vous voulez intervenir, vous me faites signe, je vous remettrai à l'écran. Oui, donc c'est d'aller donc sur le corps, en fait, donc soins énergétiques, massage. Toi, tu as une pratique, j'imagine, particulière, Delphine? Eh bien, en état de relaxation. Pourquoi en état de relaxation? Parce que, comme moi, tu sais que dans cet état-là, comme aux portes du sommeil, pour le cerveau, c'est pareil que si on vivait la vie de tous les jours. Donc, une fois qu'on est dans cet état modifié de conscience, tout en gardant une partie de nous complètement consciente de ce qui se passe, hein, mais dans cet état modifié de conscience, on va pouvoir être, par exemple, ce petit bébé voilà, qui voit l'aiguille arriver. Donc, on va pouvoir inviter ce bébé à exprimer ce qu'il a exprimé. On va lui donner de la compréhension et il va pouvoir décider, et c'est ça qui est hyper important, c'est cette phase que moi j'appelle la restructuration, il va pouvoir décider et choisir autre chose. Et ça va s'amener progressivement jusqu'à la vie de l'adulte. Oui. Ça me fait comme l'idée que tu as deux chemins en fait et qu'il choisit quelle voie il peut emprunter pour, tu vois, ça fait écho pour moi aux neurones en fait qui ont pris un chemin de pensée et qui du coup là enlève ce traumatisme entre guillemets et décide de dire c'est ok mais je décide du chemin nouveau à prendre. Oui, et ça c'est vraiment important et ça marche. Alors, de mon expérience, parfois on n'est pas prêt à aller voir tout de suite l'origine parce que imagine que l'origine ce soit vraiment ta mère qui a voulu pour X raisons se débarrasser de toi. Tu n'es peut-être pas prêt tout de suite à aller voir ce truc, mais tu vas aller en voir 2 ou 3 en périphérie qui vont permettre de te donner de la solidité, tu vois. Et ensuite, tu vas pouvoir aller trouver
cette origine. Et c'est pour ça que moi je dis, je suis au service de l'âme de la personne, parce que c'est pas moi qui connais la meilleure marche à suivre pour la personne. C'est vraiment sa partie supérieure. Elle, ouais. Et comment tu les mets? C'est quelque chose que tu fais donc on va être en état modifié de conscience. Et là, tu fais des propositions ou c'est elle qui en fait élabore un scénario, qui ressent des choses et que ces choses arrivent, c'est comme ça? Non, non, non. Je vais mettre, voilà, hein, la personne va fermer les yeux. J'en accompagne en visio, hein, ça marche très bien. La personne ferme les yeux, je la guide pour se détendre, pour moi se relier à la terre parce que c'est hyper important de bien rester là sur terre, hein, de pas complètement se barrer. Et puis on va partir, par exemple, de l'hypervigilance, un dernier événement qui s'est passé où elle va vraiment être dans le ressenti. Qu'est-ce que ça me fait? D'accord? Et là, je vais lui proposer de se laisser aller, de retourner dans le temps. Et puis, il va se présenter un truc. Ça met que quelques secondes. Quelque chose se présente. Donc, à partir de ce quelque chose, moi, je vais poser des questions. Je vais dérouler la pelote de laine petit à petit, hein, jusqu'à ce que la personne, en fait, ressente qu'elle est à tel endroit, qu'il se passe telle chose. Voilà comment ça se passe. D'accord. Il y a toujours un dialogue entre nous et ce qui va l'inviter à aller libérer la charge émotionnelle. Ça me fait penser à la technique du rêve éveillé ou du… Ouais. Oui, un peu… tout à fait. Alors, de ce que j'en connais, j'ai jamais jusqu'à présent rencontré une autre pratique qui propose la restructuration, tu vois. Il y a toujours, voilà, on libère et j'ai envie de dire, c'est super. Hein. Mais oui. Mais la nature ayant horreur du vide, là, il y a un vide qui s'est créé. Donc, t'y mets quoi? Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Hein. Alors que là, voilà, c'est vraiment ce bébé, par exemple, je reprends cette tentative d'IVG, le bébé, tout d'un coup, qui va pouvoir avoir les informations parce que les informations sont là, des raisons que sa mère a, par exemple, de faire cet acte. Et qu'en fait, c'est pas directement contre lui, c'est parce que, par exemple, les circonstances font que elle a peur de pas y arriver, parce qu'il y a pas d'argent, parce que je sais pas. Hein. Et là, vraiment, ce bébé-là va pouvoir dire ah ok. Et puis se rendre compte qu'il voilà, il a grandi, donc elle voulait pas vraiment le tuer, sinon il serait arrivé. Hein. Donc je vais pouvoir m'installer voilà, je vais pouvoir commencer à oser me poser. Et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que moi ça me fait penser que éventuellement il pourrait y avoir un dialogue aussi ensuite avec la mère si elle est toujours là. Enfin tout dépend, hein, mais peut-être de pouvoir expliquer et puis ouvrir un véritable dialogue après pour en savoir plus sur cet événement et les circonstances comme tu disais. Et peut-être que du coup, ça fait comme moi je vois ça de la réparation, il y a de l'amour qui peut se mettre là à la place. Complètement. Mais souvent les personnes vont parler avec leurs parents quand ils sont encore vivants, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Il se passe des choses et moi j'ai déjà vu des personnes dont les parents les appellent, par exemple, comme par hasard, tu vois, ils sont pas au courant, ils sont au courant de rien du tout. Mais tiens, je passe un coup de fil pour X raisons, et alors qu'il y a une grosse libération qui s'est opérée quelques jours avant. Ouais, c'est très intéressant. Donc déjà dans l'invisible, le lien se recrée, la lumière, l'amour recircule, quoi. Oui, et puis du coup, ça fait de libération aussi peut-être pour la mère parce que je veux dire, c'est aussi une forme de traumatisme pour elle. Hein. Ah mais complètement. Enfin, c'est pas une forme, c'est un traumatisme. Ah c'est un traumatisme, ouais. Et là, on peut en venir à bout de l'hypervigilance, tu vois, vraiment, en tout cas de mon expérience. Hein, ouais. Après, tu disais toi-même que tu étais donc concernée, que donc du coup, tu as été alertée par mon poste finalement, enfin alertée entre guillemets. Ouais, je me suis dit oui, c'est super intéressant, mais moi, tu vois, l'hypervigilance, oui, c'est quelque chose que je connais bien. Et moi, mon hypervigilance, elle se traduisait par surtout
ne jamais être sans mouvement parce que je risque de mourir. Et évidemment, moi, j'ai connu la tentative d'IVG, j'ai connu la perte gémellaire. Donc, tu vois, ça se renforce. Et puis après, voilà, j'ai connu une mère qui a essayé de se suicider plein de fois. Donc, j'étais toujours aux aguets pour aider. Alors, tu peux te dire que c'est tout ça qui a fait que j'étais hyper vigilante. Mais non, c'est juste venu là renforcer mon hypervigilance que j'avais mis en place. Ouais. Tu vois, un accident de la route qui m'a causé un trauma crânien, donc j'ai été à l'arrêt. Chose insoutenable pour moi. Ouais. Insoutenable. Ouais. Je veux bien croire que. Je veux bien croire que. Mais j'imagine même pas, même aujourd'hui, moi, après toutes ces années de comment dirais-je, d'évolution et de développement personnel, tu me mets à l'arrêt 3 mois. C'est pas, comment dirais-je, c'est compliqué, quoi. Bah oui, bah ouais. oui. Ouais, je comprends. Même en sachant, en fait, en ayant, comment dirais-je, conscience, traité, il y a quand même une trace qui reste. Oui. Tu dis, je m'en suis débarrassée, mais est-ce qu'il n'y a pas comme un pli qui est encore là et que du coup, il faut que tu sois, j'allais dire vigilante, mais c'est pas le mot parce que. Non, non, je suis attentive, c'est le mot, attentive voilà, à me donner, par exemple, des temps de repos. Ouais. Mais c'est, voilà, c'est de l'attention, c'est pas de la vigilance, c'est pas, tu vois, c'est pas du tout pareil en fait. Ouais. Pour ne pas repartir dans le processus. Oui, bah, de toute façon, je crois qu'une fois qu'on a réellement, tu vois, nettoyé, qu'on a bien vu et que surtout on a ressenti les bénéfices que ça a de fonctionner autrement, je crois pas qu'on peut retourner en arrière. Parce que très vite, il y a vraiment un signal d'alarme dans notre corps. Oui. Oui, je comprends. Je sais pas comment toi tu le vis, tu vois. Mais... Ben moi, c'est que c'était de la conscience, mais comment dirais-je, moi, c'est souvent le corps qui en fait me donne l'alerte, mais il y a encore cette tentative d'aller loin en fait avant qu'il y ait cette alerte. Et du coup, il faut que je mette beaucoup de conscience, pratiquement à chaque journée et, pour me voir en fait. C'est comme un pas de côté. Mais il y a quand même des, comment dirais-je, des jours où je retombe dedans. En fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment comme une sorte à l'agenda. Tu vois, tu dis les pauses, moi, il faut que je les mette dans mon agenda pour faire la pause. Oui. Bah, il y a peut-être un petit nœud quelque part qui est pas… Oui, c'est ça. Peut-être une petite séance avec Delphine pour aller voir. C'est la bienvenue. Moi, il y a beaucoup. Le sport me fait lâcher beaucoup de choses, libérer en fait, parce que c'est comme une pression qui est là et que du coup, quand il n'y a pas le sport, il n'y a pas le corps qui est en mouvement. Malgré tout, il y a quand même une nécessité chez moi d'avoir le corps en mouvement. Oui, et j'ai envie de dire, c'est quand même sain aussi. Oui. Enfin, le corps a besoin d'être en mouvement. Il y a plein de pathologies qui sont quand même dues à voilà, la position assise au bureau toute la journée. Voilà, c'est une question de dosage. Hein. Oui, bah, c'est sûr. Alors après, tu peux aussi tomber dans le sport. On pourrait aller tomber dans le, comment dirais-je, justement, cette adrénaline et puis tous les neurotransmetteurs que ça provoque le sport quand on n'en fait plus. Hein, aussi, on pourrait très vite tomber dans le addict, on va dire. Ah, mais complètement. Oui. Parce que c'est l'addiction, en fait, chaque fois qu'on ressent des sensations, et c'est ça peut-être que les gens ne savent pas toujours, c'est que l'émotion, enfin la sensation puis l'émotion est une réaction pour nous remettre en état d'équilibre, et qu'à chaque fois qu'on vit ça, bien ça fait des chemins neuronaux, et puis ça fait aussi création de neurotransmetteurs, et qu'on finalement, du coup, on est chimie de ça, et
et on reprend toujours le même, comment dirais-je, la même chose par rapport à ça. Et aussi, il y a quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps que peut-être on peut partager, c'est que le cerveau, en fin de journée, il fait le point sur le chemin qu'il a utilisé. Et les connexions entre les neurones, il dit, ah bah tiens, ça, elle s'est servie de ça. Oui, c'est servi de ça. Donc, c'est que c'est intéressant, ça lui est nécessaire. Donc, il encapsule chimiquement le chemin. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de changer, parce que il se dit, ah bah puisque ça a servi, je vais lui redonner le même repas le lendemain. Ouais, tout à fait. Le cerveau, il n'est pas fait pour qu'on soit heureux, il est fait pour qu'on survive. Donc, en fait. C'est ça, mais oui, ouais. Donc, on en a fait, tout lui, ça à il dit, ça a transformer. servi. Voilà. Alors que du coup, si on vit le calme, la tranquillité, la confiance, la sérénité, même de manière momentanée dans la journée, eh ben, il va du coup l'engrammer aussi, quoi. Le corps et le cerveau. Ouais. Et c'est pour ça que, alors moi, je le simplifie au maximum. J'explique aux personnes que, voilà, on finit toujours une séance avec le choix qu'elle a fait, qui est vraiment engrammé dans le corps. Et moi, je leur dis, voilà, hein, de façon très, très imagée, très basique, vos synapses, ils ont été habitués à faire ça. Bon, là, on a libéré, vous avez choisi autrement, donc ils sont séparés. Ces deux-là, ces quatre-là, ils se rejoignent plus. Mais ils vont avoir envie de revenir. Donc, en fait, ce avec quoi les personnes ont terminé, dire n'importe quoi, par exemple, je peux prendre plus de place, eh bien, je vais leur demander de la répéter régulièrement. Parce que je leur dis, c'est comme un film que vous glissez là entre les neurones, les synapses, et ça ne va pas pouvoir se rejoindre. Et petit à petit, la route qui s'était construite va disparaître. Par contre, les autres qui se sont rejoints, là, c'est une autoroute qu'on va mettre en place. Ouais, c'est bien. Oui, c'est vraiment une belle, comment dirais-je, mise en image de ce phénomène. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est là où vraiment les comportements arrivent à changer dans la vie de tous les jours. Tu vois. C'est cette restructuration et cette répétition de la restructuration. Oui, dans le temps. Ouais, tu revois les gens plusieurs fois quand c'est comme ça? C'est des séances qui se passent sur plusieurs temps ou... Bah, la plupart du temps, les personnes viennent me voir pas que pour un sujet. Oui. En principe, elles en ont plusieurs, tu vois, il y a le paquet. Petite palette. Petite palette. Donc, en fait, moi, j'aime bien leur faire poser les objectifs. Oui. Et on vient me voir tant que les objectifs, ils ne sont pas remplis. Et oui. Mais ça peut aller très vite. Alors, quand je dis très vite et qu'on me dit combien de séances, bon, je dis quand même entre 10 et 15. Et là, j'ai quoi? Je dis, bah ouais, mais 10 et 15 sur toute une vie. Mais oui, quoi? C'est ça. Tu vois, alors si c'est quelqu'un qui a beaucoup cheminé et puis qui a juste un sujet, bah évidemment qu'on ne va pas mettre 10 à 15 séances. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et en principe, voilà, moi je prends 1h30 parce que voilà, notre société fait qu'on court tout le temps. Et là, je dis non, là on ne va pas courir, on se pose 1h30. Donc il y a le temps de parler, d'échanger, de tisser un lien, de faire la séance. Et puis de se redire comment on va après. Donc voilà, pendant 1h30, on est ensemble. Oui, c'est vrai que souvent les gens voudraient qu'on puisse dire le temps que ça va prendre, mais nous, on ne sait pas le temps que ça va leur prendre. Tout dépend aussi de leur engagement. Puis, parfois, on tire un fil et puis il y a d'autres choses qui arrivent aussi. Mais c'est sûr qu'en une séance, sinon, ça serait trop miraculeux. Enfin, c'est pas trop miraculeux, ça existe les miracles, mais ce qu'ils ont construit depuis des années, on peut pas l'enlever en une seule séance, quoi. Non, non. Moi je leur dis, je voudrais bien la baguette magique, mais je ne l'ai pas, quoi. Par contre, oui, quelqu'un qui vraiment s'engage, qui, moi je dis toujours, c'est 50% avec moi, mais c'est 50% entre. Bien sûr. Et voilà, si elles font leur part, ces personnes entre les séances, il n'y a pas besoin de se voir des années. Bien sûr.
Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Delphine, par rapport à ce qu'on a échangé? Des Écoute, compléments? moi, tout va bien. Je ne sais pas si Ouais. Véronique, du coup, en coulisses. Alors, Véronique, on vous fait revenir on vous fait revenir à l'écran. Merci d'avoir participé. S'il y a des questions. Et puis, effectivement, on est parti sur YouTube parce que j'ai eu un souci de diffusion. Mais s'il y a des questions, je vais remettre le lien sur Facebook. Et s'il y a des questions, bah, on y répondra. On y répondra, oui. Voilà. Taguez-nous pour qu'on puisse répondre ou en message privé. Véronique, est-ce que vous avez un complément à une question à poser du coup à ce stade-là? Mais non, grand merci à toutes les deux. Avec plaisir. C'est intéressant. Avec plaisir. Et ben, ma foi, si on a, comment dirais-je, pas fait le tour de la question parce que, en fait, ça serait avec des exemples. S'il y avait des gens qui avaient des exemples à nous donner, bah, venez vers nous, posez-vous les questions. Et puis, on peut se remettre une petite discussion-réponse des questions. Voilà, exactement. Avec plaisir. Merci en tout cas pour le temps que tu as pris avec nous, Delphine. Et puis, je te souhaite un bon week-end. Oui, toi aussi. Et puis, à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.